Show du matin, édition du mercredi 13 octobre. Merci d'être là encore ce matin. Maxa, comment ça va? Ça va bien, toi, mon Jeff? Oh, super bien, ça va super bien. Je tourne le fer dans la plaie, Max, mais après une belle victoire des Red Sox, une autre Une autre. Je peux pas croire finale que de c'est- l'américaine contre les je- Astros. La gang de manger de popcorn n'a pas été capable de passer au travers la gang des boires. C'est épouvantable. C'est Bon, bon, épouvantable. bon, 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 bon. C'est épouvantable. Une équipe ordinaire qui se rend Qui jusqu'au travaille bout. fort. Ah, qui travaille fort. Arrête. Arrête, Hey, j'ai mal Max. au ventre. OK, Max, je t'envoie sur un sujet, puis même Sylvain, salut Sylvain, deuxième chronique qui a fait jaser d'ailleurs la première fois, donc on est bien content de t'avoir ce matin. Mais j'ai envie de t'envoyer, Max, sur un petit sujet rapidement. Un gars comme Kike Hernandez dans le sport, moi je trouve que c'est pas un joueur qui devrait être régulier, mais c'est un gars qui clutch au bon moment. À chaque fois, il le faisait avec les Dodgers. Mhm. Tu recherches ce genre de joueur-là, même si tu as envie de vomir là, présentement. Oh non, j'adore ce joueur-là, mais tu sais, c'est un peu à la Chris Taylor avec les Dodgers aussi, qui est amené en pinch hitter ou qui amène en situation particulière. Mais c'est sûr que tu recherches un gars qui est capable de produire comme il le fait. Là. Je veux dire, autant défensivement que défensivement, il est exceptionnel. Fait que, tu sais, c'est un bon timing, mais ça reste qu'il joue pour les Red Sox. Ah, c'est ça. Avant de commencer, j'ai envie de m'adresser rapidement aux gens qui nous regardent à chaque matin. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires sous la vidéo le matin. N'hésitez pas, vous êtes toujours une quarantaine de personnes à nous regarder. Donc, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qui vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez entendre. Posez des questions à Sylvain ce matin, n'hésitez pas. On va répondre à vos questions, puis on va répondre, essayez de répondre à vos demandes, à vos exigences. J'y vais ce matin, Max, c'est ça. Moi, Beaucoup je de réponds pression. aux exigences. Ouais, c'est ça. Je réponds aux exigences des gens. Je suis de même. Beaucoup de pression. Sylvain, comme j'ai dit tantôt, merci d'être là encore. Première chronique qui a fait réagir la première fois beaucoup. Même Jeff Arsenault a continué là-dessus sur sa chronique après. Tu nous parles de quoi ce matin? Ben, écoute, je vais te parler de la surspécialisation du baseball. Et en partant, il y avait des commentaires en début de saison qui m'avaient un peu étonné sur Vladimir Guerrero, qui s'enligne peut-être pour devenir le meilleur frappeur de l'histoire du baseball, là, qui est vraiment fantastique. Et on faisait évidemment quelques références à son poids, ben, plutôt à sa perte de poids, puis de dire, bon, OK, il est un peu dodu, un petit peu grossouillet, blablabla. Puis il y a certains gens qui disaient, de toute façon, au baseball, on n'a pas besoin d'être en forme pour jouer au baseball, tout ça. Puis là, évidemment, les cheveux m'ont dressé sur la tête. Là. C'est encore là, comme tu peux voir. Et c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, je pense que les gens, je pense qu'il faut bien percevoir un peu c'est quoi être en forme. Parce que la forme, on associe souvent à quelqu'un qui va courir un marathon, mais c'est une des formes, ce qu'on appelle une forme aérobique, où ce que, bon, on est capable de courir sur des longues distances, évidemment, etc. Mais il y a plusieurs sortes de formes physiques. Si je parle de la forme anaérobique, là, puis je ne vais pas trop rentrer dans les termes non plus, là, mais qui consiste à être capable de faire des sprints, puis d'être capable de récupérer, ça en est une. Au niveau de la force, de la vitesse, c'est aussi des formes physiques. Fait que je pense qu'il faut parler beaucoup plus de formes sportives. C'est sûr qu'un haltérophile ne sera jamais capable de courir un marathon comme le marathonien le fait. Mais le marathonien ne sera jamais capable de soulever le tiers de la barre qu'un haltérophile va utiliser. Donc, il faut le voir dans le bon concept. Puis, il faut comprendre que le baseball a des particularités au niveau de la force physique qui est importante, puis que ça fait partie un peu des enjeux de définir la forme. Donc, la forme n'est pas nécessairement je suis capable de courir pendant 2 heures. Ça, c'est une des formes. On tombe trop souvent dans le piège d'associer la forme physique à cet aspect-là, comme tel. Puis à chaque position au baseball, tu peux avoir une forme qui appartient à la position. Je veux dire, un 6 et 6 qui est un peu plus grassouillet, on peut le mettre au premier but, puis ça va passer. Le même 6 et 6 grassouillet à l'arrêt-court va moins bien passer, mais le 6 et 6 un peu plus élancé à l'arrêt-court, s'il est capable de se déplacer, ça va faire du sens. Fait que chaque position au baseball a aussi sa forme physique qui vient un peu avec ça, où ce qu'on peut accepter des fois d'être un peu moins en shape, mais un peu plus productif au niveau du bâton. Donc, même la shape au baseball va faire une différence.
Ben, Max, pour caricaturer ce que tu dis, là, le plus bel exemple, je pense, c'est le football. Le football américain, il n'existe pas un sport avec autant de différences physiques dans la même équipe. Si on regarde les joueurs de ligne, ça pèse 300 livres. C'est hyper rapide, ça court 40 verges en bas de 5 secondes. Mais j'ai l'exemple, l'analogie des ours, là, puis Jeff, je ne fais pas référence à ta barbe en disant ça. Là. La capacité qu'un ours peut avoir à grimper dans un arbre, à se déplacer rapidement, c'est formidable. Là. Fait que les gars de ligne au football à 300 livres sont incroyables. Les receveurs de passe, évidemment, on parle de gars qui courent très vite, qui sont très grands et lancés pour être capables de capter des ballons loin d'eux. On parle de batteurs. Les batteurs ont des physiques beaucoup plus courts, qui sont plus petits, etc. Les joueurs de ligne, ça se promène. Les demi-offensifs, on veut des joueurs qui sont beaucoup plus costauds, centre de gravité plus bas. Donc, on parle de 5 et 11 à peu près, la moyenne de grandeur, mais surtout capacité à se déplacer rapidement et à changer de direction d'un seul coup très rapidement. Donc, c'est vraiment l'endroit, je pense, qu'il y a des physiques très, très différents, là, qui fait une belle au baseball qu'on est en train de vivre aussi. Là. À part le physique, est-ce que des fois, un athlète peut avoir le physique parfait pour une position, mais il n'y a pas le QI, alors on peut le changer de position? Ça serait un deuxième but parfait, mais ouais, on va te mettre au premier but ou on va te mettre dans le champ gauche ou on va te mettre à telle place. On voit souvent les receveurs. Sylvain, tu me disais des fois, les receveurs, ça va être des troisième buts, des arrêts courts, des deuxième buts, des arrêts courts parce qu'ils ont des mains rapides. On va les envoyer parce qu'ils ont peut-être un QI supérieur ou un bon bras. Est-ce que ça vient jouer aussi? Bien, sûrement. Écoute, bon, c'est sûr que en général, comme Max disait, plus t'es grand et gros, costaud, ça amène beaucoup d'avantages. Je relance pas dans un autre sport comme le basketball. Être grand, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin, que c'est un avantage certain, mais ça reste que c'est des avantages aussi dans beaucoup de sports, avoir une certaine grandeur. Pour un Altuve de ce monde, ben, il y a George avec les Yankees qui représente comme, OK, c'est un autre physique. Là. Puis, à chacune des positions au baseball, évidemment, tu as certains types de physique qui sont plus appropriés, là, comme tu mentionnais. Puis, normalement, maintenant, dans le baseball, avec la surspécialisation de ce sport-là, ben, tu rentres dans un vestiaire puis tu serais capable pas mal d'identifier, ça doit être un lanceur, ça doit être un receveur, ça. Tu serais capable de pas mal avoir raison dans le profil. On regarde les lanceurs des majeurs maintenant, on parle de 6 pieds 3, comme grandeur moyenne au niveau des lanceurs dans le pro. Ben, les gens, souvent, ils vont référer, ouais, mais 6 pieds 3, pourquoi un si grand lanceur? S'il lance 95 000 à l'heure, 96 000 à l'heure, celui de 5 et 10, il est aussi bon. C'est pourquoi mettre l'accent sur la grandeur? Ben, c'est que l'option qu'il ne faut pas perdre de vue, les 1000 à l'heure, oui, sont importants, mais c'est pas ça l'élément clé. C'est le temps de réaction du frappeur. Donc, le lanceur qui mesure 6 et 3, qui va porter la balle beaucoup plus loin en avant de lui, amène une distance quand la balle quitte sa main, amène une distance beaucoup plus courte pour le frappeur de prendre une décision puis de s'élancer. Tandis que celui qui mesure 5 et 8, 5 et 10, qui génère la même vitesse, ben son temps de réaction il est aidé parce que la balle va quitter la main du lanceur de plus loin. Écoute, le plus bel exemple là-dessus, c'est la fastball. Là. Ceux qui sont des adeptes de balles rapides, qui, je pense, c'est 40, je ne vais pas dire n'importe quoi, 44 pieds, je pense, la distance entre le lanceur. Au softball? Ouais. Ouais, fast pitch, je ne sais pas, mais habituellement, c'est 42 pour la softball orthodoxe. Là. Okay. Mais fast pitch, un peu plus loin, ça a du sens, 44. Ben, c'est ça, tu sais, fait que, ça sort de la main à 75, 77 000 à l'heure. Vu que l'objet est plus gros, ça perd beaucoup de vitesse, mais vu que la distance est plus courte, ben, il y a moins de temps de perdre de la vitesse, mais le temps de réaction des frappeurs, c'est l'équivalent d'une balle lancée à 95 000 à l'heure dans le baseball professionnel à 60 pieds, 6 pouces. Donc, c'est le temps de réaction qui vient influencer là-dedans. Donc, la grandeur va donner un gros avantage, évidemment, pour un lanceur. Oui, puis je pense, tu sais, fast pitch, je sais, tu sais, une Jenny Finch, là, je pense qu'on connaît tous ce nom-là, mais elle était très grande aussi. Donc, justement, je pense que lorsqu'elle lâchait la balle, je pense qu'elle avait une importance. Tu sais, c'était incroyablement. Qui font un saut, là, je veux pas dire n'importe quoi. En plus. Je suis pas vraiment, je suis pas à l'aise dans ce sport-là au niveau des connaissances, mais je pense qu'il y a un saut en plus. Donc, c'est la distance au moment que ça quitte la main versus le frappeur. Écoute, bravo ceux qui frappent ça. Là. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Là.
Ouais, puis souvent dans le baseball majeur, au repêchage, tu vas l'entendre des fois quand le gars il va changer de position. Il repêche un joueur qui a toujours joué receveur, puis là, au repêchage, il repêche le gars, puis 2 jours plus tard, tu apprends qu'il a signé comme lanceur. Là, tu sais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ils l'ont repêché, on mis le bras en arrière de la plate, mais ils ne pensent pas qu'il va être capable de frapper. Ils switchent déjà de place avant de le signer. Fait que déjà, dans les prototypes de corps puis de qualité physique qu'il y a, déjà, ils vont le signer, mais dans une autre position, puis le gars est déjà au courant. Il y a des gars de troisième but qui vont s'en venir recevoir, comme tu as parlé un peu plus tôt. Fait que déjà, il y a des switches qui se font au baseball majeur rapidement, là, dans le mineur, du moins. Ben, c'est d'évaluer un peu ça, tu sais, parce que tu vas voir même, nous, dans le baseball mineur, chez Baseball Québec, tu vas avoir des receveurs, des petits receveurs qui jouent à cette position-là. Puis quand on arrive dans le 15, 16 ans, 17 ans, parce qu'on regroupe pas mal des meilleurs au niveau du 3A, etc., ou à l'ABC, avec Max, ben c'est sûr que si le receveur a beaucoup de qualité athlétique pour courir vite, ben c'est sûr que cette position-là devient comme moins tentante un peu, parce qu'il n'y a pas de déplacement. Donc, si on a un joueur qui est super rapide, ben, un des plus beaux atouts de ce joueur-là, on vient de le perdre. Donc, à ce moment-là, on va le transférer plus en voltigeur, où ce que ses jambes vont être beaucoup plus utiles. Puis son tool principal, son outil principal pour se démarquer, ben, on va vraiment le mettre visuel que tout le monde va le voir et qui est vraiment efficace au niveau de l'équipe, là. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup dans le baseball maintenant d'associer, de changer des positions en fonction des physiques. Tu parlais, je renchéris sur les receveurs. Il y a une mode à un moment donné de gros et grands receveurs. Ben, on s'est rendu compte que ça faisait une cible formidable pour les lanceurs, bonne nouvelle, mais qu'au moment qu'on relaie vers le deuxième but, le fait de monter la balle des genoux, de le monter un petit peu avant de relancer, on avait beaucoup de 1000 à l'heure au deuxième but quand la balle arrivait, bonne nouvelle, mais le temps était un peu trop long pour s'exercer. Donc, il y a des physiques que tu dis comme receveur, on a mis quelqu'un qui est peut-être plus court, plus trapu, mais surtout qui est capable de dégainer plus vite. Et c'est là qu'on parlait, quand Max parlait de recyclage tantôt, ben, qu'il y a des joueurs d'arrêt court, de deuxième but, qui frappent peut-être pas assez pour passer au niveau suivant, mais qui sont très vite à se libérer de la balle puis qui ont un bon bras. Ben, souvent, ces personnes-là vont recycler une autre position comme celle de receveur. Est-ce que tout ça, tu sais, on parle des fois de jouer à plusieurs positions, c'est quand même important, d'apprendre les nouvelles positions. Est-ce que ce que tu dis ce matin pour les jeunes, même, je dirais, au niveau de l'ABC, peut-être universitaire, avant d'être repêché, l'importance de jouer à plusieurs positions, parce que clairement, on se rend compte que plusieurs joueurs qui sont receveurs à un jeune âge peuvent pas nécessairement faire une carrière, tu sais, un 17 ans ou un Benji Molina, par exemple, dans les majeurs. Je sais pas s'il a fait une carrière puis il était jeune à l'époque puis il était receveur, mais c'est dur pour le physique. Donc, on s'aperçoit que de plus en plus dans les majeurs, il y a des changements de position. Il y a des voltigeurs qui deviennent lanceurs, des lanceurs qui deviennent voltigeurs, des receveurs qui vont jouer un peu partout. Donc, moi, ça me dit, ben, soyez capable de jouer un peu partout parce que de jouer à une seule position, c'est difficile, là. Ouais, mais je te dirais, excuse-moi, Sylvain, si je prends le côté ABC, exemple d'un joueur de 16-17 ans, ou ce qui se magasine un scholarship, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut voir c'est quoi tes forces. Puis par rapport à tes forces, tu as des positions. Je suis bon défensivement, mais sans plus. Je suis pas assez vite pour jouer du côté gauche de l'infield. Je suis pas un joueur de champ, je suis un joueur d'avant-champ, mais j'ai un solide bat. C'est aux deux que ça s'en va. Tu sais, tu n'as pas le choix de l'amener aux deux, puis de le vendre comme deuxième but, puis d'espérer de le pratiquer un petit peu dans la gauche pour qu'il soit capable de se déplacer puis de dire à un collège, ben, il peut jouer aux deux, puis il peut jouer dans la gauche. Il a un solide bat. Fait que, dépendamment de ses avantages, de ses forces et de ses faiblesses qu'on va essayer d'atténuer, ben, tu as des prototypes de position, ce que c'est là que ça se passe, parce que surtout que tu veux t'en aller à un autre niveau. Pour ce qui est, après ça, du Bantam 2A, Midget 2A, même limite Midget 3, je pense que les gars, il faut quand même qu'ils apprennent à jouer à plusieurs positions. Tu sais, on ne peut pas juste être arrêt-court. Faut que tu sois, si tu es arrêt-court, il faut que tu aies de jouer au 3, faut que tu aies de jouer au 2, faut que tu connaisses le footwork. Puis si tu es grand, prendre une coupe de rep au first base parce que tu ne sais pas dans 2 ans si c'est ton bat qui va exploser, si c'est ton bras, si. Tu sais, parce qu'il faut que les gars soient capables d'être interchangeables. C'est là que ça devient avantageux en termes de puzzle d'équipe quand tu as plusieurs outils comme ça que tu peux déplacer à droite, à gauche, un peu
Comme les Yankees ont fait à Codor au 3, au 2. En tout cas, on s'en reparle. Les Yankees ont le tour ça, Max, je pense. Ouais. Mais je fais du pouce un peu sur ton commentaire par rapport à la compréhension du jeu. Parce que c'est sûr que plus qu'un athlète va jouer à différentes positions, puis surtout en bas âge, plus qu'il va comprendre la dynamique totale des relais, de la balle qui se fait. Puis là, je ne vais pas partir dans un débat, là, parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup, là, la compréhension du jeu, mais ça reste que si je suis capable, si je suis isolé dans une seule position, puis j'apprends par cœur mes déplacements sans rien comprendre, je m'en vais à telle place parce que le coach m'a dit d'aller à telle place, dans telle balle frappée. Je peux finir par le retenir par cœur, je n'aurai pas aucune compréhension de ce qui se passe. Mais si j'évolue à plusieurs positions, ben c'est sûr que la compréhension, mon anticipation, ça va venir des valeurs super, super bonnes, là, super pertinentes à dire, OK, je comprends mieux le jeu, etc. Donc, en plus de jouer à différentes positions qui peut te préparer pour une étape plus importante, puisque là, la qualité des athlètes fait en sorte que ça rétrécit les options possibles. Puis il y a peut-être, comme Max disait, il y a peut-être un super joueur de réco que tu vas être en confrontation contre lui, puis toi, tu es bon, mais là, on te tasse de un parce qu'il y a meilleur que toi, cette position-là, ce qui est le gage de tous les joueurs dans le champ intérieur des majeurs. Possiblement, là, Max, je ne me trompe pas en disant que c'est possiblement juste des joueurs de réco qui ont été obligés de se tasser au 2 ou au 3 parce qu'ils n'avaient un meilleur qu'eux autres qui est rentré là, mais ils ont toutes ces qualités-là. Ben, c'est sûr, la compréhension du jeu devient un atout majeur là-dedans. Là. Puis les changements physiques, tu sais, si le joueur en question, il vient de pogner une poussée de croissance, là, il est rendu à 6 pieds 2, il y a des longs leviers, il frappe la balle loin, et son bâton vient de s'améliorer. Ben, ça se peut qu'il n'ait jamais joué au premier but, puis peut-être qu'on commence à penser à cette option-là, qui commence à être intéressante. Là. Au Québec, on voit plus l'inverse. On voit le gars qui est 5 et 6, 5 et 7, puis oui, qui domine, puis que là, il arrête de grandir, il a joué à la réco, il a lancé. Là, à 5 et 6, 5 et 7, là, le bat suit un peu moins, il a moins de vitesse qu'il avait, il est le plus petit au lieu d'être le plus gros, puis oui. Puis là, tu te rends compte que c'est quoi mes options? Je trouve que c'est plus le scénario qu'on voit régulièrement au Québec. Le gars, il gagne joueur de l'année, puis oui. Puis finalement, il arrête de grandir, il arrête de grossir, il est plus aussi vite que les autres. Puis là, il faut qu'il est appelé à changer de position. Puis là, c'est comme, ben, c'est moi la vedette. C'est moi la vedette de l'équipe. Comment c'est que là, il faut que je change de position? Tu sais, c'est là-dessus, je pense qu'il faut marteler un peu plus. Là. Oui, puis il y a deux questions que je vais vous envoyer là-dessus. Là, Patrick Gagnon, un fidèle auditeur, qui nous dit à quel point ça s'arrête, ça. Parce qu'à un moment donné, jouer 2-3 positions, ben tu deviens pas excellent à une position. Fait que quand est-ce que ça arrête? À quel niveau que c'est comme, OK, ça, c'est ta position, puis on y va all-in là-dedans parce que c'est là. Puis tu deviens peut-être capable de jouer ailleurs, un peu comme tu l'as mentionné tantôt. Mais quand est-ce que ça s'arrête, ça, l'évolution ou le changement d'essayer où est-ce que tu peux jouer? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Le gars qui joue dans le récréatif, continue à jouer partout, puis amuse-toi dans les positions qui t'intéressent. Après ça, quand tu as des opportunités qui sont en lien avec tes objectifs, si toi, tes objectifs, c'est de devenir un joueur professionnel de baseball, ben, du moment que tu as 15 ans puis que tu commences à arriver au bout de la pyramide de ta province, de ton pays, ben là, tu commences à penser c'est quoi ma position qui va me permettre de percer les portes puis d'atteindre mes objectifs. Fait que c'est un petit peu propre à chacun là, à quel moment que ça s'arrête, tout ça. Là. Ça dépend de la croissance. Ça dépend de la croissance aussi. Certaines personnes vont atteindre leur croissance à 15-16 ans, d'autres à 13-14. Ça vient influencer. Le mot-clé que Max a dit, c'est opportunité. Si quelqu'un s'approche de l'équipe nationale de Team Canada 18 ans et moins, puis on a de l'intérêt pour lui, ben nous, dans nos discussions qu'on va avoir, le coach de l'équipe nationale, c'est OK, dans ton puzzle, est-ce qu'on le voit plus comme lanceur? Est-ce qu'on le voit plus comme voltigeur? On abandonne-tu tel endroit, nouveau volume d'entraînement, puis à donner plus à l'autre endroit parce qu'il y a plus de chances de passer à cette position-là. Ça fait partie des discussions, ça fait partie d'être capable de spécialiser un petit peu plus là, vers une direction pour un joueur donné. Là. Puis si vous, mettons, parce que vous le connaissez plus que moi, mais un Abraham Taureau, par exemple, qui est capable de jouer à plusieurs positions dans les majeurs actuellement, ça a été quoi un peu son cheminement par rapport à ça? C'est quoi qui a fait que... Est-ce qu'il jouait à une position en particulier avant de se rendre? Non, il jouait
L'année que je l'ai coaché en C'est 2013. pas l'Areco, pas mal jusqu'à 15 ans, c'était le gros joueur d'Areco un peu dans la province. Il a fait l'équipe du Québec 15 jeux comme en position. Puis par la suite, à l'ABC, on l'a promené Ouais. beaucoup pour y trouver une position. En 2013, je te dirais qu'il a joué au deuxième but, il a joué au troisième but, il a été shortstop, puis il a lancé avec nous autres. Fait que, il faisait pas mal de positions, puis même que au Jeux du Canada, il était au deuxième but pour tout le tournoi, puis il a switché à l'arrêt-court un peu. Fait que, tu sais, il a bougé pas mal par rapport à ça. Là. Moi, OK, puis OK. à l'ABC, quand on s'est approché le niveau supérieur, qu'on voulait l'induction avec lui, Abraham, ça allait le faire passer pour un autre niveau. Ben, c'est comme receveur qu'on l'a modifié parce que on pensait qu'il était pour attirer plus l'attention à cette position-là. Évidemment, de concert avec l'athlète, là. Je veux dire, si on parle de le transformer en receveur, puis lui, il n'a aucun intérêt à cette position-là, c'est sûr que ça ne marche pas, là, évidemment. Fait que dans la discussion qu'on a eue avec lui, ça a été ça. Puis le côté hyper intéressant d'Abraham qui passe un peu sous le réflecteur, c'est sa transformation de frappeur droitier à frappeur gaucher, qui est un game changer complètement dans sa carrière. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, JF, parce que Ouais. c'est pas la façon de le faire logiquement. On veut normalement, c'est un frappeur gaucher les frappeurs ambidex qui deviennent ambidex, c'est un frappeur à l'origine gaucher qui affronte 3 lanceurs sur 4 droitiers. Et exceptionnellement, une fois sur 4, quand il affronte un lanceur gaucher, il s'en va du côté droit de la plaque. Mais dans le cas d'Abraham, ce qui était un peu formidable et très osé dans sa décision de se transformer en frappeur ambidex, c'est qu'il était un frappeur droitier. Et là, il s'en allait du mauvais côté pour 3 lanceurs sur 4. C'est assez particulier. Mais lui, il disait, moi, du côté gauche, j'ai beaucoup de puissance quand je touche la balle. Mais j'ai pas de précision, j'ai pas de coordination. Écoute, la balle arrivait sur lui, il se tassait pas au début. Il était gelé par la balle, il n'était pas habitué de frapper ce côté-là. Puis il s'est dit, mon dernier hiver à l'ABC, je vais m'investir à devenir un frappeur gaucher. Parce que présentement, comme frappeur droitier, j'ai pas assez de puissance pour passer à l'autre niveau. OK. Donc, il s'est spécialisé en frappeur gaucher. Il a développé beaucoup de puissance. Puis la bonne nouvelle, JF, c'est que au niveau motricité, plus tu tournes souvent d'un côté, ben, plus tu vas avoir de la rotation, plus tu vas avoir de la force-vitesse. Abraham, là, il reste encore des dizaines de milliers de swings gauchers pour avoir encore plus de puissance dans les prochaines années. Ce qui est vraiment formidable. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans ce genre-là qu'on peut recenser dans le baseball majeur. Oui, effectivement. Une autre question, puis ça va vraiment sur ton sujet de surspécialisation, je pense. C'est quoi les qualités des voltigeurs? Tu sais, souvent différentes pour chaque position, en fait, c'est que souvent, je crois, ton voltigeur de droite, c'est un voltigeur qui a un excellent bras. Ton voltigeur de centre, ça va être un gars rapide, puis ton voltigeur de gauche, ça va être quelqu'un souvent qui a un moins bon bras, peut-être moins agile défensivement. Ça, moi, c'est ce que je pense, là, mais est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Faut que tu aies du bat. Faut que tu aies du bat. Dans les trois sens? Dans les trois champs? Ouais. Ben, ton champ centre, ça peut être celui peut-être qui a un peu moins de batte, mais même là encore, ça va prendre du bâton. Tu sais, dans la droite, dans la gauche, ils veulent des gars qui sont capables de frapper la balle solidement. Fait que, tu prends n'importe quel outfield du baseball majeur, quand que tes joueurs de champ frappent dans le bas de line-up, c'est jamais une bonne nouvelle. Ou tu as un solide line-up. Mais à la base, ils veulent que ça frappe. Après ça, ton champ centre, bon, il faut que ce soit un cimetière. Donc, il faut que, aussitôt que la balle elle monte, soit dans le gap à droite ou dans le gap à gauche, aussitôt qu'elle monte, tu as ton champ centre qui est en dessous et qui fait la job. Puis après ça, regarde les systèmes de relais, c'est pas toujours parfait dans le baseball majeur. Là. Ils relaient la balle le plus vite possible, ils la ramènent. Souvent, c'est un bon, les gars sont super agiles pour s'ajuster à la balle puis faire le jeu. Mais tu sais, à un niveau supérieur comme le baseball majeur, il faut que tu aies du bâton absolument. Là, bien avant de savoir si tu couvres ou tu couvres pas. Là, après ça, si tu fais des retraits de routine, c'est parfait. Là, ils ont un système pour calculer, savoir quand la balle est frappée dans ton champ, ils ont une cote pour juger si tu es bon défensivement. Ça a un poids, mais ça n'a pas un poids aussi important que combien de coups de circuit tu as frappé dans la saison. Si on descend au niveau mineur, mettons, Sylvain, est-ce que on regarde ça autant ou? Ben, tu sais, dans le baseball mineur,
c'est tricky un petit peu parce que quelquefois, il n'y a pas assez de balles frappées au champ extérieur. Donc, si tu mets tes meilleurs joueurs au champ extérieur, ben, tu peux correspondre exactement à ce que Max vient de décrire. Puis, ce que toi, tu as décrit aussi, JF, c'est un gars rapide, il frappe bien, mais s'il n'y a pas de balle frappée dans sa direction, ben, peut-être comme qualité athlétique, tu as mieux de le voir à l'arrêt court, au deuxième but, où il y a beaucoup plus de balles frappées dans le baseball mineur. Donc, c'est un petit peu tricky, tu sais, à mesure que tu montes de niveau, que les balles sont frappées de plus en plus loin, puis d'une façon plus régulière, ben évidemment, là, la qualité de mettre des bons voltigeurs devient très intéressant. Là, mais c'est pas. Je te dirais qu'à part peut-être la différence, si je veux bonifier un peu ce que Max a dit, là, je te dirais au niveau des bras, il va y avoir des distinctions comme tu as mentionné. Là. Le champ droit, vu qu'il y a le plus long relais à faire vers le troisième but de tout le baseball, ben, on veut qu'il y ait un canon dans le champ droit. Là. Du côté champ centre, champ gauche, c'est so-so. Sur champ gauche, écoute, je veux dire, il y a des joueurs de champ gauche qui ont réussi dans le pro avec des bras. Rondell White est un très bon exemple là, pour les plus vieux là, qui a joué des expos. Écoute, je pense que j'avais même un bras que lui de la gauche. Là, c'est comme. C'était très, très, très ordinaire, mais il y avait des mains au bâton. Puis il y avait... Fait que le champ gauche qui a les relais les plus courts à faire, s'il ne frappe pas, comme Max dit, là, il restera même pas dans le jeu. Il faut comprendre maintenant dans le baseball, tout le monde frappe. C'est qu'auparavant, tu avais des frappeurs qu'on disait un peu naturels, puis c'était pas développé autant, il n'y avait pas autant de vidéos. Donc, quand tu pognais des bons frappeurs, c'était comme wow, puis il y avait des bons joueurs défensifs. Là, maintenant, tu es capable d'avoir un joueur défensif aussi bon, aussi athlétique, aussi talentueux, mais qui frappe. Fait que, évidemment, il va tasser l'autre. C'est un peu ça c'est un peu ça la game de baseball aujourd'hui. Une chose qui est sûre, par contre, quand on parle des atouts à avoir, ben, un bon bras va te permettre de survivre quand même longtemps dans le baseball. Parce que si tu as un bon bras, ben, tu as des positions comme troisième but, arrêt gauche, champ droite qui peut être là. Et tu as toujours l'option de dire on peut te transformer en lanceur. Parce que perdez pas de vue que les lanceurs dans le baseball majeur, c'est 40% des joueurs. C'est 10 joueurs sur un line-up de 25. Et c'est la position la plus blessée. Donc, à ce moment-là, au repêchage, je pense que c'est presque 50% des lanceurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes pro, évidemment, c'est tous des joueurs qui ont dominé au monticule jusqu'à 12, 13, 14 ans, possiblement, qui ont lâché pendant un petit bout de temps. Et pour bien des organisations du baseball majeur, d'être capable de recycler un joueur de position, un lanceur, où ses tendons, ligaments sont moins endommagés, il est capable d'exprimer beaucoup de vélocité. On aime beaucoup de cette tendance-là. Donc, il y a des joueurs qu'on se dit, là, OK, j'ai peut-être des doutes, mais il y a tellement un bon bras, soit que ça va payer plus tard dans l'organisation à un certain endroit ou à un niveau supérieur, je suis capable de le transformer en lanceur. Ça va rester un peu ça dans les sélections possibles. Rapidement, parce que l'épisode achève déjà, il est déjà 9 heures. Tu parles de surspécialisation et des lanceurs. Est-ce que des Ohtani, mettons, ou même Vertigo, des Red Sox, qui a dit qu'il voulait lancer dans les 2 prochaines années, c'est un voltigeur, vu qu'il y a moins de joueurs, dans MLB, c'est 25, si je ne me trompe pas, le nombre de joueurs, est-ce qu'on va peut-être pouvoir voir plus de joueurs lanceurs, justement, pour peut-être donner plus de flexibilité à un alignement? Si tu veux voir ça, il faut absolument que le gars soit le meilleur à sa position de joueur, puis qu'il soit capable de se créer une place dans l'enclos ou comme partant. Fait, ça prend des athlètes assez exceptionnels. C'est la même chose à d'autres niveaux. Si tu veux faire les deux, il faut que tu sois bon dans les deux. Tu ne peux pas te permettre d'être un joueur de qualité 2A, mais vu que tu es un lanceur Major League, on va te prendre, on va t'utiliser aux 2 positions. Non. Si tu veux faire les 2 positions, il faut que tu sois un joueur de position Major League, puis un lanceur Major League. C'est un sacré défi, pour être honnête. Là. Ouais. Je te dis pas qu'on n'en verra pas d'autres, parce que oui, on va en voir d'autres, ça va créer une tendance, mais il n'y en aura pas une pelletée. Là. D'après moi, là, il n'y en aura pas 5 dans un line-up par année. Là. Mais les équipes démissionnent quand même trop vite, Max, sur les talents de frappeurs. Tu sais, à un moment donné, on parlait dans est-ce qu'on est pour d'envoyer le lanceur frapper dans le national, tu sais. Puis c'est la seule ligue où on présentement la Ligue nationale, je pense que les lanceurs vont frapper. Puis je reviens beaucoup à une phrase que Philippe Alou m'avait dit, tu sais, une stratégie, le lanceur qui frappe. Il dit, j'ai jamais eu un standing ovation en allant voir l'arbitre pour changer mon
mettre un frappeur d'urgence. J'ai jamais eu d'ovation debout. Tu sais. Dans l'industrie du spectacle, présentement, dans la façon qu'on entraîne les lanceurs, qui se présentent au bâton, puis en ayant l'air très épais, parce qu'ils ne sont pas entraînés pour ça, en courant même pas quand ils frappent une balle, puis en se disant « Oh, j'espère qu'il ne sera pas blessé en courant sur les buts. » C'est complètement ridicule. Si on a à mettre un lanceur, ben, qu'on l'entraîne comme du monde, puis qu'il soit activement une ressource de frappeur. Mais dans l'industrie du spectacle qu'on veut voir les meilleurs là, ben, j'aime bien mieux voir un David Ortiz au bâton qu'un Pedro Martinez qui s'en allait frapper. Là. C'est sûr. Absolument. Je pense que c'est la charge de travail qui est difficile d'avoir une charge de travail de lanceur complète puis de bien faire les choses, d'avoir la charge de travail pour devenir un bon frappeur, bon joueur de position. Hey, ça fait un horaire sacrément chargé pour un joueur de faire les deux, puis d'être bon dans les deux, puis de mettre le temps nécessaire à sa préparation pour exceller pendant la game. Fait que je pense que c'est ça la problématique là, de faire les deux. Oui, puis Max mange juste un frappeur qui se fait jammer, en guillemets, là, qui reçoit la balle trop près des mains, puis t'as mal à une main, t'as les doigts sensibles, tout ça. Son prochain départ est peut-être scrappé. Oui, tout à fait. Il y a pas c'est des petites blessures dures comme on est à frapper tout le temps. Ça peut influencer un ou l'autre. Là. Mais est-ce qu'une organisation qui investit autant d'argent chez quelqu'un qui pourrait peut-être l'entretenir un petit peu plus, ça reste à voir. Oui, tout à fait. On pourrait en parler encore bien longtemps. Il y avait plein d'exemples que je voulais te parler, Sylvain, mais le temps passe trop vite. Merci d'être là, les gars. Je pense qu'on a eu quelques questions. C'est un sujet qui je pense qu'on va en parler dans 5 ans encore parce que c'est ça. C'est un sujet dans tous les sports qui est pertinent. Juste rappeler aux gens rapidement Facebook, YouTube, Spotify, toutes les autres plateformes audio et aussi rapidement les inscriptions pour le e-sport de Canada, Baseball Canada, c'est jusqu'au 22 octobre. Ça aussi, c'est un sujet qui fait parler beaucoup, le e-sport. C'est très populaire, beaucoup d'argent là, mais bref, c'est à travers le Canada. Donc, s'il y a des Québécois qui veulent s'inscrire pour le tournoi du 7 novembre, vous avez jusqu'au 22 octobre, puis chaque province va s'affronter. Donc, je vais mettre le lien pour les inscriptions dans les commentaires. Les gens intéressés, encore une fois, si vous avez jusqu'au 22 octobre. Les boys, merci. Sylvain, on se revoit prochainement pour une autre chronique. J'espère que tu vas être aussi bien préparé la prochaine fois. On va essayer, Jeff. Merci les boys. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.